C'est ce qu'a montré l'agriculture biologique. Et en médecine, je pense que c'est à peu près la même chose. Si on fait confiance au corps et si on évite de le polluer, on peut essayer justement de le détoxifier et de permettre au corps de se guérir, et aussi à ce moment-là de pratiquer une médecine qui ne soit pas une médecine qui, comme l'agrochimie, va essayer de masquer les symptômes, mais une médecine qui soit une vraie médecine, c'est-à-dire qui connaisse, qui essaye de comprendre exactement les mécanismes qui sont en jeu, ce qui n'empêche pas que le cas échéant, il puisse y avoir besoin de médicaments, mais en tout cas avec une information adéquate, de façon à ce que la personne qui va prendre le médicament ait reçu ce qu'on appelle un consentement éclairé. Normalement, le consentement éclairé, il est dû selon la loi. La loi impose le consentement éclairé du patient. Si vous vaccinez quelqu'un, vous devez obtenir son consentement éclairé. Mais pour avoir le consentement éclairé du patient, il faut déjà que le médecin lui-même soit éclairé. Et c'est pas souvent le cas, on peut dire, c'est pas toujours le cas. Et à cet égard, l'histoire du Mediator est une histoire très très intéressante. Donc moi, je l'ai suivie en tant que journaliste, et j'avais tellement d'informations autour de cette histoire du Mediator que, en fait, ça suffisait pas de le passer dans les journaux. Il fallait que je le mette dans un livre. Donc c'est mon premier livre. J'ai jamais écrit d'autres livres. Et donc j'ai essayé de mettre tout ce que je savais dans ce livre. Et encore, je me suis aperçue que j'ai pas pu tout mettre. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? Il y a plusieurs parties, mais il y a d'abord l'histoire du Mediator. Il y a aussi tous les autres Mediators, les Mediators en puissance. Il y a les Mediators passés, le Distilbène, le thalidomide. Alors, dans les Mediators en puissance, bon, on en parlera tout à l'heure, peut-être dans le débat. C'est tous les autres Mediators qu'il y a sur le marché actuellement, parce que, bon, évidemment, on s'est aperçu que le Mediator, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'on aurait pu se dire c'est un médicament et c'est un laboratoire pharmaceutique, c'est le mouton noir de l'industrie, mais toutes les autres industries ne sont pas comme ça, et ce médicament était vraiment unique. Bon, et en fait, c'est pas du tout le cas, et c'est ce qu'on explique dans ce livre. Et pour voir pourquoi on en est arrivé là, on a aussi remonté très loin, parce qu'il y a toute une partie historique qui part de l'Antiquité, mais surtout le vrai tournant, c'est le tournant au XIXe siècle, quand finalement on a commencé à remplacer les plantes par des substances synthétiques, et les médicaments sont devenus entièrement synthétiques, et ces médicaments sont fabriqués à partir du pétrole. Voilà, c'est que du pétrole. Vous pouvez chercher tous les médicaments qu'il y a sur le marché, la plus grosse majorité sont fabriqués à partir du pétrole, dont certaines molécules du pétrole, le benzène, qu'on va retrouver dans la chimie et dans les molécules de ces médicaments. Donc nous, on a dû se familiariser avec toutes ces molécules chimiques, et évidemment, on a pu découvrir pas mal de choses, on a avancé pas mal dans la compréhension. On s'est aperçu, par exemple, que les médicaments avaient pour précurseurs des intermédiaires, ce qu'on appelle des intermédiaires dans l'industrie chimique, c'est-à-dire que vous partez du pétrole, vous faites du craquage, vous craquez le pétrole, donc vous sortez des molécules et vous obtenez des intermédiaires. En fait, c'est des substances de base. Et à partir de ces substances de base, vous pouvez ensuite fabriquer soit des médicaments, soit des pesticides, vous voyez, soit des plastiques. Donc vous vous retrouvez, en fin de compte, avec des plastiques qui peuvent avoir des effets de médicaments, parce que justement, au début, c'est le même produit. Et que même au début, quelquefois, ils sont conçus pour être des médicaments, et on s'aperçoit qu'ils peuvent avoir des vertus pour le plastique. Et c'est le cas du bisphénol A. Le bisphénol A, au début, il a été testé parce qu'il cherchait une pilule, en fait, une pilule contraceptive. Bon, il s'était aperçu que le bisphénol A, c'était intéressant parce que justement, ça pouvait bloquer l'ovulation pour agir un peu comme les hormones féminines. Et puis, ils ont trouvé finalement quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que le bisphénol A. Ils ont trouvé la pilule contraceptive, qui est pareil, hein, ça revient pareil du pétrole. Et finalement, ils ont laissé tomber le bisphénol A en tant que médicament, et puis ils se sont aperçus que ça pouvait durcir le plastique, le rendre plus solide. Donc finalement, ils l'ont mis dans le plastique. Et une fois qu'ils l'ont mis dans le plastique, c'était plus un médicament, on est d'accord.
Sauf que comment on s'est aperçu que justement ce plastique pouvait avoir une influence sur les hormones, puisque c'est le problème avec le bisphénol A. Et ça, il faut reconnaître ça à une chercheuse américaine qui s'appelle Anna Soto, qui, elle faisait des recherches sur le cancer. Donc elle mettait des cellules dans des petites pipettes en verre ou d'un certain plastique. Et puis un jour, les cellules témoins commençaient elles aussi à se multiplier, alors qu'elles étaient censées être les cellules témoins et ne pas se multiplier. Alors que dans les autres pipettes, dans les autres tubes à essai, elle mettait des produits chimiques, justement, des hormones, pour faire grossir le cancer. Alors elle s'est dit, mais comment c'est possible que là aussi, ça commence à grossir? Elle a dû faire une enquête vraiment policière, pour obtenir finalement du laboratoire qui avait fabriqué les tubes en plastique, l'information selon laquelle la fabrication du plastique avait changé. Il y avait eu un changement. Et quel était ce changement? C'était justement d'avoir introduit du bisphénol A dans la fabrication du plastique. Et c'est comme ça qu'elle s'est aperçue que le plastique relarguait des hormones, qui en fait avaient le même effet que les hormones contraceptives ou que les hormones naturelles, qui sont justement censées être aussi des hormones de croissance quelque part. Donc ça, c'est ce genre d'informations qu'on a pu trouver en menant l'enquête. Et on a aussi mené l'enquête, évidemment, donc sur le Mediator. On est allé assez loin dans l'enquête sur le Mediator. Et parce que la première question qu'on s'était posée, c'est comment se fait-il que, finalement, on n'ait pas empêché, du côté des autorités sanitaires, ce produit de venir sur le marché. Donc, d'abord, on s'est dit, mais quel est le problème par rapport à ce produit? Donc, d'abord, au début, quand il y a eu vraiment le scandale qui a explosé, c'était parce qu'il y avait une enquête officielle qui avait montré qu'il y avait de 500 à 2000 morts. Mais au début, on disait simplement, bon, c'est un antidiabétique qui a des effets secondaires et il y a entre 500 et 2000 morts. Ça, c'était le début du scandale. Sauf qu'après, on tire un fil, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un antidiabétique? On s'aperçoit que c'est pas évident que ce soit un antidiabétique. Au début, on se dit, c'est pas évident. Et par contre, on s'aperçoit que c'est utilisé comme coupe-faim. On se dit, tiens, pourquoi c'est utilisé comme coupe-faim? Alors, on tire un autre fil. Qu'est-ce qui fait que c'est utilisé comme coupe-faim? Les seuls coupe-faim qui existent, en grosse majorité, ce sont les amphétamines. Les amphétamines sont des coupe-faim et les coupe-faim sont à 99% des amphétamines. Donc on s'aperçoit que ce produit qui est censé être antidiabétique, quand on tire un fil, c'est en fait une amphétamine. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais en quoi c'est un problème que ce soit une amphétamine après tout? Ben, le problème des amphétamines, c'est que d'une part c'est illégal, hein, d'une part, mais c'est pas illégal pour rien, c'est parce que ça produit des effets secondaires graves, bon, cardiaques, mais aussi psychiatriques. Et donc on s'est dit, bon, mais c'est une amphétamine, est-ce qu'il y avait aussi des effets psychiatriques? On continue à tirer un fil, et puis on retrouve des informations qui sont des informations des agences sanitaires, mais qui n'ont jamais été divulguées, selon lesquelles justement les effets psychiatriques avaient été répertoriés, de même que les effets cardiaques, qui étaient d'ailleurs les mêmes effets cardiaques que les effets des amphétamines, parce que les amphétamines ont été interdites principalement à cause des effets cardiaques et psychiatriques. Et donc les enquêtes sanitaires, on s'aperçoit qu'elles existent, mais elles n'ont jamais été diffusées, elles sont restées à un stade confidentiel. Et ce qui s'est passé avec l'affaire du Mediator, qui est très intéressante, c'est que justement, il y a eu 2 missions d'information parlementaire. Il y a eu une mission d'information de l'Assemblée nationale, qui était présidée par Gérard Bapt, et une mission d'information du Sénat, qui était présidée par le sénateur Autain. Et ces 2 parlementaires ont auditionné pendant plusieurs mois, de janvier à juin l'année dernière, tous les acteurs du dossier, pour essayer de comprendre comment c'était possible que cet antidiabétique, entre guillemets, ait pu rester 33 ans sur le marché sans que les autorités sanitaires ne bronchent. Voilà. Donc,
ces auditions ont permis de faire venir tous ces acteurs, et ces acteurs ont été auditionnés d'une façon très approfondie par ces 2 parlementaires qui sont remarquables, et on a appris des choses incroyables, voilà. Et c'est toutes ces choses-là qu'on a pu remettre dans le livre, et de même qu'on a fait aussi l'enquête à partir des informations qu'on a pu obtenir. Je ne peux pas tout vous dire, mais enfin bon, en particulier pourquoi les autorités sanitaires n'ont rien fait. Je crois que le plus étonnant et peut-être le plus révélateur, c'est de comprendre comment certains acteurs interviennent. Voilà. Parce qu'il y a un système, on peut dire ah bah c'est le système. On ne peut rien faire, c'est le système. Non, il y a des acteurs dans le système. Comment ces acteurs sont-ils choisis? Alors certains de ces acteurs sont venus dire devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale comment ils avaient été choisis. Alors c'est là où vous tombez, vous tombez de l'armoire. Par exemple, vous prenez le principal, on va dire un des dirigeants de l'AFSAPS, l'Agence sanitaire française, qui est actuellement président à l'Agence européenne du médicament, qui a le poste le plus important, puisqu'il est président du CHMP, qui est le comité à usage humain. C'est le comité qui autorise les médicaments au niveau européen. Ça veut dire au niveau européen, y compris la France. Bon. Le président, c'est celui qui est encore toujours numéro 3 de l'Agence sanitaire française. Donc c'est un médecin qui au départ est resté 2 ans médecin, qui ensuite est allé... Je vous fais son CV parce que c'est significatif. Au bout de 2 ans, il était en pneumologie. Il est allé au syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Et là, il est devenu chef du médicament, donc c'était pas n'importe quoi. Et il est resté pendant 8 ans au syndicat national de l'industrie pharmaceutique à représenter tous les industriels du médicament. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était là? Justement, son boulot, c'était quoi? C'était de participer à toutes les commissions à l'intérieur de l'agence sanitaire du médicament, l'AFSAPS. Donc il était présent dans toutes les commissions en tant que représentant du syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Et donc pendant 8 ans, il a participé à toutes les commissions pour représenter les intérêts de l'industrie pharmaceutique, dont certaines commissions qui sont les plus importantes, à savoir la commission qui donne les autorisations de mise sur le marché. Donc lui, il représentait l'industrie pharmaceutique dans cette commission, il défendait les intérêts, et en fait, c'était absolument pas prévu par le règlement de l'agence que l'industrie pharmaceutique soit présente dans ces commissions, parce que ce sont des commissions qui sont censées défendre l'intérêt du patient, donc pas l'intérêt de l'industrie, qui, elle, était présente. Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein, donc cette personne a d'abord représenté l'industrie, il est passé de nouveau 1 an dans l'industrie, carrément là dans l'industrie, et après, du jour au lendemain, il est revenu, mais cette fois, en tant que chef de l'évaluation du médicament à l'agence sanitaire. Et là, il est resté pendant 7 ans, et c'est lui qui était chargé d'autoriser les médicaments, de présenter les dossiers à l'autorisation en tant que représentant de l'agence, alors qu'il venait, très peu de temps avant, d'être le représentant de l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'interpénétration ou d'infiltration, je ne sais pas comment on peut dire. Toujours est-il que devant l'Assemblée nationale, il a reconnu qu'il avait été recruté à l'agence sanitaire parce qu'il était industriel, et que d'ailleurs, quand il avait quitté son poste pour en prendre un autre poste au niveau européen, il avait lui-même recruté un industriel des laboratoires pharmaceutiques. Donc ça continue.